Bonjour, aujourd'hui je vous propose de porter notre attention sur le test de sel, car celui-ci a de multiples intérêts. Pourquoi? Car le microbiote, également appelé flore microbienne, qui est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, champignons, archéas, virus, qui résident principalement dans le tube digestif, la peau, joue un rôle essentiel dans la digestion des aliments, la régulation du système immunitaire, la synthèse de certaines vitamines et la protection contre les agents pathogènes. Un déséquilibre de ce microbiote intestinal, que nous appelons dysbiose, peut donc contribuer au développement de diverses affections, telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des allergies, l'obésité, les maladies métaboliques comme la résistance à l'insuline, le diabète, hypertension, taux anormalement élevés de cholestérol ou de lipides dans le sang, maladies hépatiques, dépression. Et comment savoir si vous possédez une dysbiose, un déséquilibre entre vos différentes bactéries intestinales, ce qui pourrait être en partie l'origine de vos problématiques de santé? Eh bien, c'est le test de sel. Alors, malgré que nous ne sommes qu'au début des recherches concernant le microbiote et que cela va encore évoluer, le but de cette vidéo est de vous permettre de découvrir ce que ce test, avec nos connaissances actuelles, peut vous indiquer sur l'état de votre microbiote. Et bien sûr, c'est ça le but, de pouvoir dans un second temps agir en conséquence et de façon ciblée pour retrouver une symbiose, un équilibre. Alors, chaque personne a un microbiote différent, impactant sa santé de façon personnelle. Est-ce que vous pouvez remplacer votre microbiote? Non. Est-ce que vous pouvez le moduler? Ça, c'est la bonne nouvelle, oui. Et pour ça, le test de sel va vous aider. Donc, je vais vous présenter ici le test de sel basé sur le séquençage de l'ADN bactérien, qui est aujourd'hui l'une des analyses les plus proches de la réalité pour évaluer votre microbiote. Grâce à ce test, nous voulons évaluer 8 choses que je vais vous décrire. Alors bien sûr, vous avez les chapitres dans la barre d'informations pour aller à l'essentiel. 1. Le test de sel va nous permettre d'évaluer la biodiversité du microbiote. Physiologiquement, le microbiote possède une grande diversité, à savoir un grand nombre de variétés de bactéries. En cas de diversité réduite, le microbiote peut être perturbé et la personne est alors fortement exposée à diverses maladies, telles que le syndrome du côlon irritable, les intolérances alimentaires, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les infections. La cause principale de cette réduction de la diversité réside dans l'utilisation d'antibiotiques et ou d'une alimentation pauvre en aliments riches en fibres prébiotiques, ce qui représente le modèle classique d'une alimentation occidentale, le fameux steak frites, et ou de la consommation chronique de certains médicaments anti-inflammatoires, IPP, et ou des diètes trop restrictives et trop prolongées qui intègrent peu de fibres prébiotiques. Si vous avez peu de diversité, il va falloir revoir votre alimentation. J'en parle dans ma formation Restauration du microbiote. 2. Le test des sels nous donne aussi une appréciation des grandes familles de bactéries. En fait, plus de 90% du microbiote est représenté par 5 grandes familles qu'on appelle phylum. Les 3/4 des bactéries font partie des 2 premiers groupes, Firmicutes, Bacteroidetes. Les bactéries intestinales des souches Firmicutes peuvent fournir au corps humain des glucides à chaîne courte et des acides gras comme source supplémentaire d'énergie en dégradant les composés alimentaires non digérés. Dans ces acides gras à chaîne courte, nous avons l'acétate, le propionate et le butyrate. Le butyrate est utilisé comme source d'énergie par les cellules de la paroi intestinale et présente plusieurs bienfaits pour la santé. Le butyrate, en effet, joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité intestinale en renforçant les jonctions serrées entre les cellules épithéliales, ce qui peut aider à prévenir la perméabilité intestinale et réduire l'inflammation. Il a été aussi démontré que le butyrate régule l'activité des cellules immunitaires dans l'intestin, favorisant ainsi un équilibre sain entre les réponses immunitaires pro-inflammatoires et anti-inflammatoires.
Le butyrate peut aussi jouer un rôle dans la régulation de la glycémie et du métabolisme des lipides. Alors ici, nous voyons que les taux de ces acides gras à chaîne courte, dont le butyrate, sont trop faibles. Il va falloir faire un travail sur le microbiote et peut-être même envisager de complémenter la personne en butyrate, associé bien sûr à des changements alimentaires. Point important d'avoir une bonne production d'acides gras à chaîne courte, c'est que cela permet aussi d'obtenir un milieu acide, avec pour intérêt d'inhiber la croissance de bactéries pathogènes comme Escherichia coli, entre autres. Un pH trop alcalin des sels, comme nous le voyons ici, favorise le développement de bactéries pathogènes. Il va donc falloir mettre différentes stratégies en place afin d'augmenter ces acides gras à chaîne courte. Un pH trop acide, à l'inverse, est souvent lié à une accélération du transit, à une infection bactérienne ou virale en cours. 3 points cruciaux. Le test des sels nous permet de rechercher les bactéries à potentiel pathogène. Nous savons en effet que 60 bactéries sont clairement associées à des maladies. Vous voyez donc l'intérêt de les mettre en évidence et de traiter si besoin, car ça, c'est peut-être une des origines de votre ou vos problèmes de santé actuels. Pour ça, il est important de regarder dans le test des sels les niveaux des protéobactéries et des bactéroïdétès, en raison de leur pouvoir à générer des endotoxines, c'est-à-dire des toxines produites à l'intérieur de certaines bactéries et libérées lorsque ces cellules meurent. Alors, il est normal d'avoir des protéobactéries et bactéroïdétès, mais tout est question d'équilibre. Et tout va dépendre de l'environnement, de l'état de la muqueuse. On y reviendra après avec la perméabilité intestinale. En tout cas, rien n'est vraiment blanc ou noir, il y a souvent deux extrêmes. Vous le voyez ici avec les curseurs, l'absence ou l'extrême n'est pas une bonne chose. En tout cas, les endotoxines les plus connues sont ce que nous appelons les LPS, lipopolysaccharides. Les LPS sont connus pour déclencher une réponse immunitaire puissante et ils provoquent souvent une inflammation. En général, avoir des niveaux de LPS comme je vous affiche dans un exemple ici peut jouer un rôle majeur dans diverses conditions inflammatoires et maladies comme les troubles neurologiques, les maladies auto-immunes, l'artériosclérose, la maladie d'Alzheimer, le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, l'endométriose, ainsi que la dépression, considérée par certains comme une maladie inflammatoire. En fait, la plupart des maladies de civilisation ont souvent comme substrat un problème d'inflammation de bas de grade. La problématique d'une inflammation chronique, c'est que cela accélère la dégénérescence cellulaire et tissulaire, puis augmente la quantité de radicaux libres responsables du stress oxydatif. Donc, si vous souffrez d'une maladie que j'ai citée avant, que vous avez déjà mis en place des solutions, eh bien, l'analyse de votre microbiote peut vous permettre d'atteindre un niveau au-dessus, en vous donnant des indications de l'état de votre microbiote et donc de faire des changements en conséquence. Et peut-être même qu'il va falloir aussi intégrer des antifongiques ou des plantes antimicrobiennes. Pourquoi ? Eh bien car certaines bactéries nécessitent une prise en charge plus spécifique. Et justement, dans ce sens, le test des sels nous permet d'évaluer la présence de bactéries produisant des gaz problématiques pour la santé, comme le méthane et l'hydrogène sulfureux. Concernant les bactéries qui produisent de l'H2S, de l'hydrogène sulfureux, nous parlons des bactéries sulfato-réductases, dont les espèces les plus connues sont celles que je vous affiche à l'écran. Conséquence, eh bien la production d'H2S en excès, vous vous souvenez, c'est toujours un équilibre, donc en excès, cela peut induire des dommages à notre ADN, altérer la fonction de diverses enzymes et perturber la motilité intestinale. Ce type de fermentation pourrait être responsable non seulement de troubles digestifs, mais également de douleurs chroniques articulaires ou plus générales comme dans la fibromyalgie. L'H2S augmente aussi la sensibilité douloureuse de l'intestin et des nerfs. Il s'attaque à l'intégrité de la barrière intestinale et inhibe la production de butyrate, donc pas idéal en excès.
Concernant les bactéries aussi productrices de méthane, qui ne sont pas des bactéries mais des archéas, eh bien, s'il y a une surproduction de méthane, cela va ralentir le transit gastro-intestinal. On retrouve donc souvent un excès de méthane chez les personnes constipées, ainsi que dans le syndrome du côlon intestin irritable. Ces archéas sont également reliés à des maladies métaboliques, comme l'obésité. L'éradication des bactéries méthanogènes chez des personnes donc justement obèses a montré des améliorations notables sur les lipides sanguins et la réduction de l'insulinorésistance. En utilisant des plantes antifongiques, antibactériennes et en stimulant la production de butyrate, on peut inhiber la croissance des archéas. Alors, si vous avez des LPS trop élevés, plus un excès de méthane ou d'hydrogène sulfureux, un pH trop alcalin, favorisant le développement des bactéries pathogènes, eh bien, il y a de fortes probabilités que vous ayez aussi une perméabilité intestinale. Et le test des selles nous permet justement d'évaluer celle-ci. Alors, bien que je prenne en considération le dosage de la zonuline et les symptômes de la personne, les niveaux de certaines bactéries, comme je vous affiche à l'écran, peuvent nous donner des indications. Cette perméabilité intestinale joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic et le traitement des troubles gastro-intestinaux. Le passage dans la circulation sanguine d'antigènes bactériens est considéré comme étant impliqué dans des processus métaboliques ou des maladies auto-immunes. Les nouvelles découvertes mettent en évidence qu'un rapport équilibré entre les bactéries produisant du butyrate et celles dégradant la mucine, la protection de la muqueuse, joue un rôle important. En cas de déséquilibre associé à une diversité bactérienne réduite, les LPS peuvent passer dans la circulation sanguine et entraîner des états pathologiques. Chez un individu sain, avec une bonne intégrité de sa barrière intestinale et un écosystème équilibré, très peu de LPS peuvent traverser la barrière intestinale et se retrouver dans le sang. Alors, divers agents peuvent altérer la perméabilité intestinale. Médicaments, anti-inflammatoires, alcool ou causant une dysbiose, alimentation junk food, trop sucrée, peuvent augmenter le niveau de LPS. En cas de perméabilité intestinale, il est nécessaire de revoir les facteurs qui peuvent altérer celle-ci. Et là, ce n'est pas seulement l'alimentation qu'il va falloir revoir, j'en parle dans le programme Restauration du microbiote. Et point important, le fait d'avoir une perméabilité intestinale peut mener à développer de plus en plus d'intolérances alimentaires, voire de développer une intolérance à l'histamine. Et justement, le test des selles nous permet d'évaluer la production d'histamine. L'histamine joue un rôle central dans les réactions allergiques et sert de médiateur dans les processus inflammatoires. Des quantités élevées d'histamine fécale peuvent, comme nous voyons ici, être dues à une augmentation soit de l'absorption d'aliments riches en histamine ou à une augmentation de l'activité de putréfaction intestinale et de la synthèse d'histamine par les bactéries intestinales. Si élevé, cela est principalement causé par un nombre élevé de protéobactéries. Et si en plus la diversité est réduite, eh bien des symptômes similaires à ceux de l'intolérance à l'histamine peuvent apparaître. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors, est-ce que la problématique est une véritable intolérance à l'histamine? Non, pas nécessairement. C'est bien souvent la conséquence d'une autre problématique en lien avec votre microbiote, avec une perméabilité intestinale. Alors, nous avons parlé de bactéries, d'archéas jusqu'à maintenant, mais il y a aussi les champignons, dont un que vous connaissez certainement, le candida. Alors avec le test des selles, cela nous donne déjà une indication que nous complémentons en général par une analyse des métabolites organiques urinaires, un mou. Et bien sûr, les symptômes de la personne. En fonction des résultats, il faudra donner un traitement spécifique à la personne. Là aussi, j'en parle dans ma formation. Nous avons vu jusqu'à présent certaines bactéries, archéas, qui sont problématiques pour votre santé si ceux-ci sont en excès. Mais il est important d'évaluer les bactéries amies, car j'espère pour vous qu'elles ne sont pas à zéro comme ici.
En bactériamie, faisons le point des essentiels. Nous avons les bifidobactéries, Lactobacillus, l'Akkermansia muciniphylla, le Faecalibacterium prosnitzi, entre autres. Les bifidobactéries représentent maximum 5% des bactéries présentes dans le microbiote. Les effets santé de ces bactéries sont nombreux et comprennent entre autres une résistance à la colonisation des bactéries pathogènes, une protection de la paroi intestinale, une stimulation et une modulation favorable de notre immunité, une aide à la production de vitamines B1, 2, 3, 6, 9, 12, biotine, une protection contre l'insulinorésistance et un rôle protecteur contre la perméabilité intestinale. Enfin, certaines souches produisent du GABA, anxiolytique naturel, comme nous allons le voir après. Et oui, GABA, sérotonine, hormones du bien-être, sont en lien direct avec votre microbiote. Puis les lactobacilles, ils représentent eux moins de 1% d'un écosystème sain. Les lactobacillus jouent un rôle important dans le petit intestin et le vagin. Ces bactéries sont faciles à cultiver et on retrouve de nombreuses souches dans les aliments fermentés. Les diverses souches de lactobacillus ont montré de nombreux bénéfices pour la santé. Résistance à la colonisation, production de lactate. Certaines souches produisent aussi du GABA et enfin aident à la transformation des polyphénols, les polyphénols qui augmentent les niveaux de bifidobactéries. Puis l'Akkermansia muciniphylla, sa présence se situe entre 1 à 30% d'un microbiote sain. Cette bactérie est associée à un métabolisme sain aidant à la perte de poids. Les études ont montré que l'abondance d'Akkermansia est inversement proportionnelle avec la masse grasse et à l'intolérance à l'insuline. L'Akkermansia est associée avec une meilleure biodiversité du microbiote et des niveaux faibles d'Akkermansia sont associés à une plus grande perméabilité intestinale. Alors, comme expliqué avant, il y a toujours un équilibre et un excès n'est pas forcément positif. Exemple, des niveaux trop hauts d'Akkermansia sont corrélés à des maladies neurodégénératives comme sclérose en plaques, Parkinson. Il est donc important de connaître ces niveaux avant de se complémenter. Puis le Faecalibacterium prosnitzi. Il s'agit de la bactérie la plus abondante dans un intestin sain, adulte, pouvant aller jusqu'à 25% de la population d'un microbiote. C'est le producteur le plus important de butyrates. Certaines populations d'individus sont à risque d'avoir une baisse de cette bactérie. Il s'agit de ceux qui suivent des diètes pauvres en FODMAP sur une trop longue période, pas assez de fibres prébiotiques, ou lors de maladies de Crohn ou maladies cœliaques. Alors, je vous ai parlé avant de bactéries qui produisent du GABA. Eh bien, nous avons une catégorie spécifique qui s'appelle les microbes neuroactifs. Ceux-ci sont des microbes qui interviennent dans le métabolisme des substances neuroactives ou qui produisent ce type de substances. Ces bactéries, comme le genre Alistipes, peuvent influencer la disponibilité du tryptophane. Pour rappel, le tryptophane est le précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit et de la cognition. Oxalibacter, cette bactérie, elle, produit de l'acide valérique comme métabolite, substance principale. L'acide valérique présente une similitude structurelle avec l'acide gamma-aminobutyrique GABA. Pour rappel, le GABA est un neurotransmetteur qui aide à réguler l'activité neuronale dans le cerveau. Il est associé à la réduction de l'anxiété, l'amélioration du sommeil, la réduction du stress. Des niveaux adéquats de GABA peuvent favoriser un état mental calme et stable. D'ailleurs, nous savons que les bactéries capables de produire du GABA sont par exemple, je vous les affiche à l'écran, certains types de bifidobactéries et lactobacillus. Alors bien sûr, ce test de sel apporte davantage d'informations, mais il était important pour moi de vous montrer les informations les plus pertinentes. En effet, quand j'ai un résultat de sel, je regarde l'ensemble et bien sûr les symptômes de la personne. Un travail sur l'alimentation est essentiel. En effet, je dois revoir chaque repas avec la personne, favoriser certains aliments et en limiter d'autres. Des compléments peuvent être ajoutés en fonction des carences indiquées par le test.
Je pense aux probiotiques et prébiotiques, comme avec certains apports de fibres, avec le fructo-oligosaccharides, galacto-oligosaccharides, iluline ou directement par un apport en butyrate, acide gras à chaîne courte. Des compléments antifongiques et antibactériens peuvent être aussi ajoutés, surtout dans les cas de bactéries en excès produisant du méthane ou de l'hydrogène sulfureux. Alors, il est clair que le traitement devra être personnalisé car il devra être pris aussi en considération des maladies métaboliques existantes comme le diabète, la prise de certains médicaments qui favorisent une dysbiose, des allergies, des intolérances. Alors, je demande en général, avec une analyse de sel, d'autres marqueurs essentiels, comme la calprotectine, pour évaluer une inflammation de l'intestin, pour aider au diagnostic et la gestion des maladies inflammatoires telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Je demande aussi le dosage des IgA sécrétoires pour évaluer la fonction immunitaire des muqueuses, car j'ai des solutions dans ce cas de figure. Je demande aussi le dosage de la zonuline fécale, qui élevée peut être associée à une augmentation de la perméabilité intestinale, puis de la bêta-2 défensine, qui pourrait m'indiquer une infection bactérienne, virale ou fongique en cours en lien avec la défense des muqueuses du tractus gastro-intestinal. Pour ceux que ça intéresse, j'ai donc créé une formation vous donnant un maximum d'informations sur les stratégies, solutions à mettre en place pour restaurer, moduler un microbiote. Je présente cette formation dans cette vidéo. Je vous mets le lien en barre d'informations. Dans tous les cas, pour faire un test de sel, il y a deux options. Il y a des kits que vous pouvez acheter sans prescription. D'un côté, c'est pratique et cela vous donne déjà des informations. Mais l'avantage de passer par un professionnel de santé qui est formé au test de sel, eh bien celui-ci pourra tester d'autres marqueurs, comme j'ai cité avant, et qui peuvent être importants. Je pense aussi à l'hémoglobine fécale, la recherche de sang dans les selles. Et sachez qu'il y a d'autres types de tests de sel qui peuvent nous donner des informations sur des malabsorptions, si vous digérez mal les protéines, les glucides ou les lipides. L'analyse de l'élastase, qui est un bon marqueur spécifique et très précoce de l'insuffisance pancréatique. Tout ça pour vous dire que le professionnel de santé vous guidera en fonction de vos symptômes et vos problématiques de santé existantes sur le choix du test de sel à faire. Mais l'idée de cette vidéo était de déjà vous donner un premier aperçu de ce que le test de sel par séquençage de l'ADN bactérien peut mettre en évidence. Un test de sel coûte entre 270 et 350 francs, tout dépend du test, il n'est pas remboursé par l'assurance. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.